Il est devenu difficile aujourd'hui d'employer la notion de paysage, d'employer le mot de paysage quand on parle d'art, quand on parle de pratique photographique dans le champ de l'art, puisque cette notion est en phase de péremption, d'une certaine manière. Elle a été fort utile dans notre culture pendant longtemps, mais aujourd'hui, manifestement, elle témoigne d'un malentendu que notre magnifique espèce est parfois limitée dans sa compréhension des enjeux de sa vie, de sa relation aux autres formes de vie, des malentendus que notre espèce a développés dans sa compréhension du milieu dans lequel elle vit. Vraiment, depuis quelque temps, à la place de paysage, je propose, ou dans l'écrit, je remplace le terme paysage par le mot environnement, milieu, territoire, terrain. Je pourrais en trouver d'autres. Bien sûr, le terme de paysage nous est fort utile pour discuter ensemble. C'est une convention. Et en art, les conventions sont utiles, elles nous permettent de savoir de quoi nous parlons, ce que nous désignons. Le paysage a une longue histoire. Dans l'histoire de l'arpentation, peinture, dessin, photographie, cinéma. Pensons au travail de Daniel Hullet et Jean-Marie Straub pour l'arpentation du monde, avec un appareil technologique produisant des images, en l'occurrence des images en mouvement pour le cinéma des Straub, mais leur position est absolument éloquente au moment où je les cite de ce que je tente de vous dire sur cette proposition de remplacement du terme paysage par celui d'environnement, milieu, territoire, terrain. Straub, dans ses emportements légendaires, lorsqu'il présentait des films ou qu'il parlait en public, avec son cigarillo mâchonné au bord de la commissure des lèvres, et très sérieusement désignait les photographes de presse, d'information, participant au spectacle de l'information comme des parachutistes, disait-il. Des personnes très professionnelles, qui font très bien leur métier, qui sont en commande, qui arrivent comme des commandos dans un lieu désigné par l'actualité et qui prennent des vues. Entre eux, dans leur vocable, ils disent « shoot ». Ils tirent, ils prennent, en tirant. Ils prennent des vues à 360 degrés. Ces images sont immédiatement envoyées par l'appareillage technologique dont ils sont bardés dans leur sac à dos, immédiatement envoyées à leur agence de presse. Et celle-ci, dans les minutes qui suivent, édite, sélectionne, retransmet. Et dans les fractions de secondes qui suivent la prise de vue, ces images sont potentiellement à disposition de très nombreux éditeurs photos qui vont participer à la construction de l'opinion au niveau mondial. Et bien sûr, là, ce que Straub désignait les nommant commandos, c'est le mensonge absolu et le mal qui est fait à notre compréhension du monde dans lequel nous vivons, et des relations que nous entretenons avec ce milieu, ce terrain, ce territoire que nous habitons ou que nous traversons, que nous savons voir ou pas. En tout cas, que nous devons apprendre à voir. Et bien sûr, l'art photographique, par excellence, nous permet d'apprendre. C'est un lieu de production de connaissances. Et l'art photographique nous permet, notamment développé dans le cadre de formes documentaires, nous permet d'apprendre à voir. Apprendre à voir, sorti du musée, sorti du lieu d'exposition, le livre refermé, en regardant autour de nous la situation qui est la nôtre, essayer de voir un peu mieux le monde dans lequel nous vivons et les conséquences largement impensées et parfois par nécessité parce que nous pourrions devenir fous si elles étaient toutes conscientisées à l'instant, nous faisons un acte, un geste de consommation, de transformation sur le monde. Nous avons cette nécessité d'oublier parfois, et en même temps cette nécessité d'apprendre à mieux voir, pour mieux comprendre nos responsabilités et les conséquences de nos actes.
Je suis absolument convaincu que dans l'histoire de la photographie documentaire, la catégorie du paysage a une seule validité actuellement, c'est de nous permettre, pas forcément de manière analytique, mais aussi, pourquoi pas, à l'extrême, en apparence, de manière poétique, à mieux comprendre, mieux en le voyant mieux, le monde dans lequel nous vivons. J'entends par là que la notion de paysage a un gros défaut. Elle a été fort utile, c'est un genre de la peinture, ça a été codifié par l'Académie royale de peinture et de sculpture, mais ce n'est plus valide aujourd'hui. Parce que ça participe d'un regard anthropocentré, où l'être humain se place au centre du monde, d'un monde qui est à sa disposition, sur lequel il a un contrôle, et que ce monde serait là, à sa disposition, pour construire toujours plus confortablement, avec toujours moins d'efforts, sa vie. C'est vraiment plus légitime aujourd'hui, c'est vraiment plus possible d'employer cette notion de paysage, puisque nous sommes tous informés, dorénavant. D'où une angoisse qui traverse la psyché mondiale. Nous sommes tous informés des conséquences de l'Anthropocène, que l'on peut appeler également Capitalocène, Plantationnocène, et que j'aime appeler, en lisant Donna Haraway, Cthulhucène. J'entends par là la compréhension du fait que l'être humain a radicalement transformé ce qu'il appelle le paysage, parce qu'en l'appelant le paysage, par la vue, l'être humain possédait, ou prétendait posséder ce monde dans lequel il n'est qu'un passager. Un passager assez ridicule, assez pauvre, dans sa capacité à développer une éthique de la relation avec le monde. Le paysage, c'est une question de cadrage, de composition. C'est décider de regarder le monde depuis un endroit. Et en photographie, c'est d'autant plus explicite. Poser le trépied, ou se placer en position de trépied avec son corps, regarder le monde à travers un dépoli, un viseur, et agencer l'image, ce qui se présente à la vue, pour construire le paysage. Ce sont les premiers actes que là, le photographe réalise dans les opérations successives de la production d'une photographie dite de paysage. Tout l'intérêt du projet de Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofflet, c'est d'augmenter la notion classique, dorénavant caduque en grande partie si on la restreint à l'image unique d'un lieu choisi, élu, désigné comme idéal, parfait, ou au contraire, contenant les traces de toute la catastrophe à laquelle nous avons grandement participé, nous, espèces humaines, dans la transformation et la destruction permanente de toute chose par l'appropriation, l'extraction. C'est le grand problème du capitalisme extractiviste, d'où le terme de capitalocène. Ce projet, initié par ces deux photographes, tout d'abord, il s'établit sur 10 ans. Il fait appel à des opérateurs, avec lesquels, aux côtés desquels, ces deux photographes initiateurs du projet travaillent de concert. Ces opérateurs se sont portés volontaires pour prendre en charge un point de vue, un paysage, un endroit du monde sur ce GR13 qui fait le sujet de tout le projet. Et donc pendant ces 10 années, vous allez pouvoir observer une transformation diffuse ou au contraire radicale, parfois d'image en image, de manière vraiment impressionnante. Et c'est là où je voulais en venir tout simplement, en disant qu'on ne peut plus parler de paysage. En tout cas, largement pour le travail de Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofflet. Puisque ce qu'on observe, c'est cette transformation permanente du monde, à laquelle nous contribuons toutes et tous. En mal, peut-être en bien parfois, on l'espère. En tout cas, nous devons viser à une amélioration qui est toujours possible. Et donc, nous sommes les témoins, à travers le regard sur ces travaux, sur 10 années, une image reconduite depuis le même point de vue, année après année, d'un lieu, d'un endroit,
qui est qualifié par des coordonnées GPS, puisque potentiellement rien n'est plus invisible, inconnu, tout est situable par toute cette machinerie qui innerve nos corps, nos imaginaires, et de laquelle nous sommes totalement dépendants au quotidien, dans tous nos gestes, dans tous nos déplacements. Voilà, donc pour moi, ce travail-là ne relève pas du paysage. Il relève d'une écosophie, c'est-à-dire d'une compréhension de la nécessité de développer une philosophie, c'est-à-dire une éthique de la maison commune. Éco, oikos, la maison, c'est la même racine que économie et écologie. Pour les deux, je crois que ça a beaucoup de sens. Une connaissance de la maison commune, c'est ce que permet ce travail de manière très très située, en observant année après année, pendant 10 ans, des lieux qui composent un territoire avec ses coordonnées topographiques, soit, mais surtout une faune, une flore, des humains, bien autre chose, des objets, de la pollution, des conséquences d'une activité industrielle. Donc tout cet assemblage complètement impensé, complètement dément si nous commençons à essayer de le conscientiser, de le théoriser, peut-être pouvons-nous le faire à travers un roman, un poème, une image, une photographie. Et mieux qu'une image, un ensemble d'images qui se déploient et qui jouxtent d'autres ensembles de même nombre pour composer non pas un panoptique qui prétendrait tout représenter de ce pays-là qui environne Marseille et qui traverse des zones urbaines, périurbaines, des zones de nature. Nature, là encore, mot inemployable aujourd'hui, tout simplement pour le fait que l'être humain oublie bien trop encore, surtout dans notre partie du monde, celle qui est privilégiée, le Nord, l'Occident, qui a contribué beaucoup par cet emploi à diffuser son idéologie. Ce monde n'est absolument plus habitable de cette manière-là. Ou en tout cas, on doit l'employer en comprenant que nous, espèces humaines, sommes partie de cette nature et par notre pouvoir, notre intelligence, nous l'avons transformée. C'est aussi simple que ça, mais ce travail-là nous permet d'y penser. Nous permet d'y penser sereinement, à tête réfléchie, sans effet spectaculaire, sans effet waouh, que l'imagerie, les visuels, disait Serge Danet, environnants, nous encourage à saisir comme image du monde, image idéalisée du monde. Ici, avec ces images successives, avec ce travail dans sa globalité, nous pouvons tenter de réfléchir un petit peu au fait que nous sommes nature et nous y avons une responsabilité énorme.